Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. Nous sommes jeudi 26 novembre 2024. Bienvenue à mes fidèles de la RPA à ce journal dont voici les principales articulations. Le viol est l'un des crimes qui ont toujours caractérisé le régime CNDD-FDD depuis son accession au pouvoir. Dans ce journal, vous allez écouter le témoignage d'une des victimes de ce pouvoir retiré au Rwanda qui a su surpasser les violences subies pour devenir une personne respectable dans la communauté. Au moment où le premier trimestre de l'année scolaire 2024-2025 touche à sa fin, la Fédération nationale des syndicats du secteur de l'enseignement et de l'éducation du Burundi, FENASEB, trouve que le manque de manuels scolaires pour les élèves de la 5e année fondamentale constitue un handicap à la réussite. Vous le suivrez dans ce journal. Dans ce journal, nous vous parlerons également de l'insalubrité qui menace la vie de la population au niveau de l'ancien marché central de Bujumbura à cause des eaux en provenance des toilettes de la place. Bien le bonsoir chez vous, mesdames et messieurs. Tout de suite, le développement de ces titres. Bonsoir, ouvrons ce journal par cette brève de sécurité où une sentinelle d'un champ de palmeraie, connu sous le nom de Bahati, a été retrouvée morte ce mercredi dans la localité dénommée Mugashasha, située sur la colline Karonda, commune et province Rumonge. Nos sources à Karonda révèlent que le cadavre de Bahati présentait des signes qui portent à croire à une mort par égorgement. Les administratifs et les forces de l'ordre ont déclaré que les enquêtes allaient débuter pour élucider ce meurtre, la victime étant originaire de la commune Vianda en province Bururi. Passons directement à la page droit de l'homme en cette période durant laquelle le monde se trouve dans la campagne de 16 jours d'activisme contre les violences basées sur le genre. La rédaction de la RPA revient sur des cas d'assassinat des femmes survenus au cours des 3 derniers mois. 10 cas d'assassinat ont été répertoriés dans 6 provinces du Burundi. Parmi ces cas, 3 personnes ont été tuées par les policiers. Les détails avec Emmanuel Ndaishimiye. Les provinces de Gitega, Ngozi, Rumonge, Karuzi, Muramvya et Kayanza sont les 6 provinces du Burundi dans lesquelles la rédaction de la RPA a pu répertorier des cas d'assassinat de femmes au cours des 3 derniers mois. En province de Gitega, 3 cas d'assassinat de femmes ont pu être répertoriés. Durant ce mois de novembre en cours, notre rédaction a pu répertorier 2 cas d'assassinat. Il s'agit de Félicité Mvouye-Kouré, dont le cadavre a été découvert au niveau de la colline Milama en commune de Gitega, ainsi que Gloriose Rurambise, dont le cadavre a été découvert sur la colline Muremera de la commune Giheta. Un peu avant, plus précisément au mois de septembre, la rédaction de la RPA a pu connaître un cas d'assassinat d'une femme enceinte tuée et jetée dans une latrine au niveau de la colline Vigera, située en commune Mutaho. En province de Ngozi, 2 femmes ont été assassinées par un policier reconnu sous le nom de Deon Daïsenga. D'après des sources locales, les faits se sont déroulés en octobre au niveau des bars dénommés Umuchode, situés dans la ville de Ngozi. Les mêmes sources ont déclaré que le policier coupable était en état d'ivresse et a été arrêté. Aussi des 10 pays en province de Rumonge, la rédaction de la RPA a pu répertorier des cas d'assassinat de femmes. La première victime était âgée de 90 ans et a été retrouvée morte dans la localité dénommée Iteba, située en commune de Rumonge. Cette découverte a eu lieu durant ce mois de novembre en cours. Des informations en provenance de Rumonge ont indiqué qu'un sous-vêtement a été retrouvé près du cadavre de cette vieille femme, ce qui a poussé plus d'un à penser qu'elle avait été violée avant d'être tuée. La deuxième femme tuée en province de Rumonge était la nommée Belize Nimagaritse. Elle est décédée au mois d'octobre à l'hôpital de Rumonge après avoir été torturée par des agents du service national de renseignement qui lui avaient arrêté en possession d'épargne qu'elle allait vendre frauduleusement au quartier Mayamba situé dans la ville de Rumonge. La province de Kayanza est l'autre province dont la rédaction de la RPA a pu connaître un cas d'assassinat d'une femme. Cette dernière était connue sous le nom d'Annonciate Nshimirimana et a été tuée par un policier surnommé Moarabu. La
la victime tentait de traverser la frontière avec le Rwanda au niveau de la colline Karama, commune Kabarore, et les fêtes se sont déroulées au cours de ce mois de novembre. À Karouzi, le cadavre d'une femme non identifiée a été découvert au niveau de la colline Gasenyi, commune Buhiga, au mois de septembre dernier. Ce cadavre a été aperçu en premier lieu par des enfants et présentait des signes montrant que la victime avait été tuée à coups de machette. Une autre corps sans vie d'une femme non identifiée a été découverte en province de Muramza au cours de ce mois de novembre. Des sources locales indiquaient que la victime présentait des signes que la victime avait été tuée à coups de couteau. Une prise en charge médicale et un soutien moral et financier à l'endroit des victimes de violences basées sur le genre sont certaines des actions menées par le mouvement Inamahoro pour assister les femmes et les filles victimes de ces violences qui se trouvent en exil. Marie-Louise Balichako, présidente du mouvement Inamahoro, salue les actes déjà posés, mais ajoute que le chemin est encore long car il y a beaucoup à faire pour appuyer ces victimes. Suivez Marie-Louise Balichako, elle est la présidente du mouvement Inamahoro. La première chose que fait le mouvement Inamahoro à l'appui des victimes de violences basées sur le genre est de leur montrer la compassion et leur prêter l'oreille chaque fois qu'il y en a qui parviennent à sortir du silence et de dire qu'elles ont subi des violences basées sur le genre. Dès que nous en prenons connaissance, nous faisons tout notre possible pour qu'elles ne désespèrent pas et ne pensent pas que le monde les a abandonnés. On leur prête l'oreille, on les écoute, on les console, on reste à leur côté et celles qui ont subi des sévices reçoivent une prise en charge médicale et des psychologues les accompagnent pour les écouter, les conseiller et les aider à se reprendre moralement en leur donnant l'espoir d'un avenir meilleur. Quand elles parviennent à se refaire moralement et physiquement, il nous reste la tâche de les ramener dans la vie normale. On les aide à se réintégrer en essayant de soutenir les femmes dans leur autonomisation plutôt que de rester bras croisés en attendant des bienfaiteurs sans savoir d'où ils viendront. Là, nous cherchons comment les soutenir avec le peu de moyens que nous avons par le renforcement de capacités et l'octroi d'un petit capital. Pour commencer, elles y vont petit à petit, ça les aide à pourvoir aux besoins essentiels. Nous nous réjouissons pour le peu que nous arrivons à faire. Quand on voit certaines d'entre elles aujourd'hui par rapport au point où elles étaient quand nous les avons rencontrées pour la première fois, il y a lieu de se réjouir en effet. Elles font le témoignage, elles sont épanouies, prêtes à faire ce qu'elles peuvent pour aider les autres. Cela nous encourage beaucoup. Nous ne dirions pas que nous avons tout fait, pas du tout. Il y a encore beaucoup de choses qu'on pourrait faire. Nous espérons que nous y arriverons un jour. Par exemple, si cela était possible, nous pourrions aussi leur apporter un plus grand soutien de renforcement par l'autonomisation économique. Là, je parle des connaissances et aussi de moyens en capital. Un troisième aspect sur lequel nous n'avons pas encore pu travailler alors qu'il est très important, il y en a parmi elles qui ont abandonné l'école. Les ramener à l'école serait une excellente opportunité. Mais ce genre de programme demande beaucoup de ressources que nous n'avons pas pour le moment, mais nous espérons vraiment que nous y arriverons parce que l'éducation, c'est la clé de la paix et c'est la clé du développement. L'une des femmes qui ont subi des violences basées sur le genre, qui sont réfugiées au Rwanda et qui ont été assistées par le mouvement Inamahoro, témoigne les bienfaits de venir en aide aux victimes de ces violences, tout en remerciant le mouvement Inamahoro. Cette femme qui habitait dans la ville de Bujumbura a fui en 2015 après que son mari avait été assassiné et qu'elle aussi a été violée par les Imbonerakure en présence de ses enfants. Ayant été contaminée du VIH-Sida par ce viol, cette femme révèle que grâce à cette assistance dont elle a bénéficié, elle a pu surpasser toutes ces violences qu'elle a subies et devenir une personne respectée dans sa communauté. Écoutons-la. C'est la vérité. Ils ont fait tellement de choses pour moi. À mon arrivée au sein du mouvement, j'étais étonnée de voir que j'avais aussi ma place et qu'on m'ont considérée comme une maman car j'étais désespérée. Je prends toujours des médicaments, mais à présent je vais mieux.
je n'avais pas de place dans la société, mais elles m'ont écouté et donné des conseils. Elles m'ont fait soigner jusqu'à ce qu'aujourd'hui, j'ose parler et donner mon témoignage aux autres femmes victimes de ces violences basées sur le genre qui avaient peur de dire ce qu'elles ont subi et d'aller se faire soigner. Alors il y en a parmi elles que le mouvement Inamahoro a accueilli et fait soigner. La deuxième chose, c'est que tout le monde dans ma communauté m'a discriminée et m'a traité de vieille femme car je ne sortais pas de chez moi, j'avais honte de moi-même. Mais actuellement, je suis devenue une belle femme. Elles m'ont donné un capital pour débuter un petit commerce, j'ai des clients et j'ai retrouvé ma dignité. Tout cela, ce sont elles qui l'ont fait pour moi. Je ne sais pas comment les remercier. Vous m'avez donné de la valeur ainsi qu'aux autres femmes. Vous avez fait soigner les autres victimes. Actuellement, elles sont devenues des mamans qui se portent bien. Vous leur avez évité des cancers. Que le Seigneur vous bénisse. Toujours en droit de l'homme, il est triste de voir que les institutions du pays continuent à violer la loi sciemment et empiéter sur les droits des citoyens. Réaction de Anita Gateretse, coordinatrice des projets au SEDACAT Burundi, une ONG qui lutte contre la torture. Cette défenseur des droits de l'homme réagit après que Canisius Nsawimana ait été admis samedi dernier dans un hôpital des suites de tortures lui infligées au sein du service national des renseignements. Anita Gateretse appelle au ministère de la Justice et particulièrement la CNDH à suivre de près ce dossier et de toujours avoir à l'esprit que tôt ou tard, le gouvernement du Burundi répondra de tous ces crimes. Suivez Anita Gateretse, elle est la coordinatrice des projets au SEDACAT Burundi. ACAT Burundi s'indigne fortement contre les actes de torture et de mauvais traitements infligés à Canisius Nsawimana par le service national de renseignement burundais. En effet, Canisius est détenu dans les enceintes du cachot de renseignement depuis plus de 6 mois, en violation flagrante des règles de procédure pénale. Sa détention viole l'article 34 et suivant du Code de procédure pénale en matière de garde à vue qui ne peut pas normalement excéder 14 jours. C'est également une atteinte à la Constitution du Burundi et des engagements internationaux comme la Convention des Nations Unies contre la torture et le Pacte international relatif aux droits civils et politiques que le Burundi s'est engagé à respecter. Canisius doit être assisté par un avocat qui doit être informé de l'évolution de son dossier judiciaire. Canisius doit être en contact avec sa famille. Ses droits, dont le droit à bénéficier des soins de santé appropriés et d'être nourri, doivent être scrupuleusement respectés au moment où son état de santé se dégrade. La détention de Canisius s'inscrit dans d'autres cas de privation de liberté que nous avons déjà remarqués qui sont motivés par des mobiles politiques ou autres et constituent de graves violations des droits humains. Cette privation de liberté en dehors du respect des normes légales est une pratique de terreur couramment recourue par le pouvoir du CNDD-FDD. ACAT Burundi exhorte les autorités habilitées, les responsables de l'enseignement national et les autorités judiciaires d'agir conformément à la loi pour l'instruction du dossier de Canisius, ainsi que celui de ses co-détenus impliqués dans le même dossier. ACAT Burundi demande à la CNDH de suivre de près ce dossier. ACAT Burundi insiste que l'intégrité physique de Canisius soit sauvegardée. Il doit être convenablement soigné, ses droits à un procès équitable, le droit de ne pas être soumis à la torture, le droit d'être nourri et le droit à sa dignité doivent être respectés. ACAT Burundi rappelle que les actes de torture et de violation des droits humains ne resteront pas impunis. D'autres mécanismes de protection des droits humains seront saisis. Le Burundi reste redevable de l'obligation de protéger ses citoyens. Parlons à présent éducation. La Fédération nationale des syndicats du secteur de l'enseignement et de l'éducation du Burundi, FENASEB, se dit préoccupée par le manque de manuels scolaires pour les élèves de la 5e année fondamentale, alors que le premier trimestre touche déjà à sa fin. Au cours d'un point de presse animé ce jeudi, Antoine Manouma, président de la FENASEB, indique le non-octroi de ces livres à temps pousse les enseignants de ces classes à dispenser des enseignements non appropriés et demande au ministère de tutelle de trouver une solution à ce problème. Suivez plutôt Antoine Manouma, il est le président de la FENASEB. Le premier trimestre s'achemine vers sa fin alors que les apprenants
de 5e année de l'école fondamentale de tout le pays n'ont pas été dotés de livres de l'élève apte suite à leur impression à l'étranger. L'absence de ces livres a contraint les anciens de ces classes à dispenser des enseignements tronqués parce que chacun devait se débrouiller de sa manière à base des fichiers du maître reçus après des formations en cascade sur les nouveaux programmes issus de la réforme. Ces derniers n'ont reçu que des fichiers du maître. Pendant la pratique de classe, les exploitations devenaient problématiques, surtout lorsqu'il s'agissait d'exploiter des textes supports. Cette situation s'est produite alors que le ministère ayant l'éducation dans ses attributions dispose de la régie de production pédagogique RPP qui est en service dont les attributions sont de produire et de commercialiser des manuels et autres documents pédagogiques. Qu'est-ce qui manque pour que cette institution s'acquitte correctement de sa tâche pour la disponibilité à temps des manuels? Si les manuels sont disponibles, les élèves pourront-ils poursuivre les enseignements du deuxième trimestre alors que ceux du premier trimestre sont biaisés? La Fédération nationale des syndicats du secteur de l'enseignement et de l'éducation du Burundi FENASEB demande au ministère et à l'éducation dans ses attributions de ne pas négliger cette question parce que la compréhension des matières de la 6e année est conditionnée par la maîtrise des contenus de 5e année. La réforme en cours atteindra la 6e année fondamentale l'année scolaire prochaine. Nous demandons qu'elle soit préparée en conséquence. Les habitants de la commune Nyanzarak en province Makamba demandent le retour de l'ancien système de distribution du carburant car pour eux, le nouveau système utilisé avec l'application Igitoropass comportait de nombreux obstacles. Ces conducteurs de voitures ou de motos indiquent que lorsqu'ils arrivent à une station-service pour s'approvisionner, ils sont exigés d'effectuer d'abord le contrôle technique de leur véhicule, en plus de la vérification de leur inscription sur l'application Igitoropass. Les détails avec Innocent Valentin Singilangabo. Les informations dont nous disposons indiquent qu'il n'y a pas de pénurie de carburant dans la commune de Nyanzalak en province de Makamba, mais le problème est de savoir comment le carburant est distribué à ceux qui en ont besoin. Ce citoyen à qui nous avons parlé nous informe que les conducteurs de voitures ou de motos, lorsqu'ils arrivent à la station-service, on leur ordonne de montrer d'abord les documents de leur contrôle technique et de vérifier s'ils sont également inscrits au programme Igitoropass. Les stations-service sont pleines, mais le problème réside au niveau de la distribution. Il est recommandé que chaque voiture ou moto fasse l'objet d'un contrôle technique. Ils ne disposent pas l'application Igitoropass. Très peu de propriétaires de véhicules consomment le carburant. Ça se comprend que les véhicules et motos ne répondent pas aux exigences. Ils ne possèdent pas l'application Igitoropass. Alors, ils ne peuvent pas aller remplir les réservoirs. Bien qu'ils ne répondent pas aux exigences pour être alimentés en carburant, les propriétaires de véhicules et de motos préfèrent chercher du carburant sur le marché noir. Les habitants de la commune de Nyanzalak, dans la province de Makamba, estiment que le nouveau programme Igitoropass n'est pas bénéfique car le coût du transport est encore élevé. Ce citoyen a dit, je cite, « Il vaut mieux revenir à l'ancien système de distribution de carburant dans lequel on faisait la queue. » Fin de citation. Les victimes sont nous, les passagers, car le prix du transport est resté élevé. Il n'y a donc aucun avantage qu'ils nous ont apporté. Donc, il faut que ça reste comme avant sur les files d'attente pour parvenir d'aller travailler. À ce propos, nous n'avons pas pu joindre le ministre de l'Énergie pour répondre à ces doléances de la population de la commune de Nyanzalak. Merci à toi, Innocent Valentin Singilangabo. Je vous le disais en titre, les eaux en provenance d'Eli et des Anses se trouvant tout près de l'ancien marché central et le bureau de la Régie nationale des postes constituent une menace pour la santé de la population. Selon nos sources, les caniveaux chargés d'évacuer ces eaux sont bouchés, ce qui fait que ces eaux, dégageant une odeur nauséabonde, coulent au milieu de la route. Le point avec Walter Kwizera. Cela fait 2 semaines que des eaux usées, dégageant une odeur nauséabonde en provenance des toilettes situées tout près de l'ancien marché de Bujumbura et les enceintes de la Régie nationale de poste coulent au milieu de la route. À part une odeur qui gêne les passants, nos sources révèlent que ces eaux causent de l'insalubrité, augmentant donc les risques de la propagation des maladies liées au manque d'hygiène. Le non-fonctionnement des caniveaux chargés d'évacuer ces eaux en est la cause, d'après cette source.
Ces caniveaux se trouvent en face de l'ancien marché central de Bujumbura, tout près du bureau postal et de l'Onatel. Cela fait des semaines que ces caniveaux ne fonctionnent pas. Par conséquent, leur salle déborde et coule au milieu de la route. Il y a risque que les passants vont attraper des maladies liées au manque d'hygiène. Nos sources demandent aux autorités d'intervenir le plus tôt possible pour éviter le pire. Cette situation ne fera que propager facilement les maladies liées au manque d'hygiène au sein de la population si rien n'est fait dans l'immédiat. Nous demandons donc que les autorités habilitées prennent en main ce problème pour que ces caniveaux soient entretenus et qu'ils fonctionnent de nouveau. La rédaction de la RPA a téléphoné Jimmy Hatungimana, le maire de la ville de Bujumbura, pour recueillir sa réaction, mais en vain. Walter Kwizera, et c'est ce reportage que nous mettons fin au journal en français de ce jeudi 28 novembre 2024. Merci pour votre aimable écoute. Merci également aux équipes rédactionnelles et techniques pour leur franche et parfaite collaboration. À la présentation de ce journal, vous étiez avec Clovis Nyonzima. Passez de bons moments chez vous. Au revoir.